Bonsoir. Je suis ravie d'accueillir Mathieu Vidard à Saint-Médard. Et en voyant ce soir ses fidèles auditeurs et nos fidèles lecteurs, si nombreux, j'en conclus que je ne suis pas la seule. Faut-il présenter Mathieu Vidard, présentateur et producteur depuis 10 ans, bon anniversaire, merci, de l'émission La tête au carré. Il nous met la tête à l'endroit, la tête dans les étoiles, sans trop nous faire nous creuser la tête, par son approche vulgarisée des sciences. Et la parution de son dernier livre, sorte de miscellanée scientifique, nous permet, sans prise de tête, ni sans avoir la grosse tête, de nous sentir moins bêtes. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir Mathieu Vidard. Bonsoir. Bon, alors à l'occasion des 10 ans de votre émission La tête au carré sur France Inter, vous sortez simultanément un carnet scientifique, votre carnet scientifique, fait d'anecdotes, d'articles, de listes. En quoi c'était important pour vous d'adapter justement ou de transposer en fait ces émissions radio sur papier ? Alors c'était une façon de fêter en fait ces 10 années avec un document qui traduise au fond un petit peu tout ce que j'ai appris moi personnellement depuis 10 ans. Donc ce livre, c'est le reflet un peu des sujets très éclectiques qui ont été abordés à l'antenne dans vraiment tous les domaines de la science. Et c'est les éditions Grasset avec lesquelles j'avais déjà travaillé sur un précédent livre qui voulait fêter vraiment l'anniversaire aussi de La tête au carré. Donc on a imaginé un objet qui soit un objet facile à transporter. Vraiment, j'aimais l'idée du carnet, de cabinet de curiosité. Et, on aurait presque pu l'appeler comme ça, d'ailleurs, le carnet de curiosité. Et c'est des informations, moi, que j'avais mis de côté depuis un certain nombre d'années et qui reflétaient, au fond, les informations qui m'avaient étonné, intéressé en particulier. Donc, c'est un peu l'écume des connaissances scientifiques qu'on a abordées, mais sous une forme très ludique. Je voulais aussi un livre qui soit joyeux, léger. Je voulais pas d'un truc trop sérieux, justement. Et je trouvais que cette forme du miscellanée, qui est une sorte de couteau suisse, un petit peu de la connaissance, qui va dans tous les domaines, sans construction précise, très subjective et très, très libre, ça me plaisait beaucoup. Voilà, donc ces informations étaient là depuis longtemps. Le livre, je l'ai écrit assez rapidement cette année pour qu'il sorte justement pour les 10 ans. Et voilà, il est né en octobre dernier. Bon, tout récemment donc. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes incollable dans le domaine scientifique ? Je vous vois venir, hein. Oui. Vous allez me tester. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Non. Je suis loin d'être incollable. Je ne suis pas un scientifique, même après 10 ans d'émission. Je ne me prétends pas scientifique. Ce serait une erreur d'ailleurs de le faire, je crois. Je pense que le succès de l'émission, il repose aussi sur son accessibilité, sur le fait que, comme les auditeurs, en fait, moi j'apprends tous les jours des choses à l'antenne, même si j'ai la chance d'être très privilégié, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs profs tous les jours au micro et de les choisir en plus, qui plus est. J'apprends encore tous les jours et il y a plein de domaines sur lesquels mais je ne comprends rien encore quand on parle de mathématiques ou même de physique des particules. Enfin, il y a des choses très compliquées encore. Mais en tout cas, depuis 10 ans, même si je comprends pas encore tout, je me sens plus confortable en tous les cas. Et c'est ce qui fait qu'après 10 années, il y a ce lien qui s'est créé entre les scientifiques, les auditeurs, moi, et que je crois qu'on a réussi à créer quelque chose de très doux, de très agréable. Et très accessible. Où la porte est ouverte. Alors c'est plutôt accessible, il y a des moments où on ne comprend rien, mais on peut se raccrocher à d'autres choses, comme la poésie d'un langage, la poésie des mots, de ce qu'on entend. La radio, au moins, elle a cette vertu qu'elle est uniquement branchée sur la voix, donc on n'a pas le parasitage de l'image comme à la télévision. Et que dès lors que voilà, un sujet nous paraît un petit peu compliqué, c'est pas si grave, parce que les gens qui nous racontent leurs histoires, ils sont avant tout là pour nous faire partager ce qu'ils aiment, et que déjà c'est un cadeau en soi, et que tous les jours à 14h, moi j'ai l'impression de vivre un moment vraiment d'échange. Voilà. Et je suis très heureux de cette émission. Vraiment, là on fête le 10e anniversaire, donc j'ai la chance de pouvoir venir en discuter comme ça, de me balader, de venir à la rencontre des gens. Et je peux vous dire que vraiment c'est une émission qui me rend très heureux, dans laquelle je me sens bien. Voilà. Et c'est une chance parce que tout d'un coup on m'a proposé ça. Je me suis spécialisé alors que j'étais pas du tout scientifique. Oui, vous avez plutôt de formation littéraire.
Oui, et encore, c'est même prétentieux de le dire, parce que j'ai passé le bac, j'ai fait une année à la fac, où je ne suis pas allé très souvent d'ailleurs. J'ai fait des lettres étrangères appliquées. Moi, j'aimais les langues, en fait. Les langues vivantes, ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai fait de l'espagnol, de l'anglais, j'ai fait de l'italien, un petit peu de grec. Et les langues, c'était mon truc, quoi. Puis alors, les sciences, je suis passé complètement à côté pendant ma scolarité. Hein. C'est incroyable. Hein. À quel point je m'intéressais pas du tout à la physique, à la chimie, aux maths encore moins. Tout ça m'ennuyait prodigieusement. Et donc j'avais mis ça de côté, quoi. C'était dans un coin de ma tête. Et puis jamais j'aurais imaginé faire quelque chose dans ce domaine-là. Donc justement, alors c'est le hasard. Comment est née la tête au carré? Enfin, comment vous vous êtes propulsé à la tête de cette émission? En fait, on m'a propulsé malgré moi, hein, parce qu'on me l'a proposé. À l'époque, j'animais le 10h le matin sur France Inter, qui était une émission que j'ai faite seulement un an, qui s'appelait Café Bazar. Et puis Isabelle Giordano est arrivée et ils voulaient mettre Isabelle Giordano à 10h le matin. Donc ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va proposer à Vidar? Et puis il y avait un créneau qui était libre à 14h. Et ils se sont dit, tiens, on va lui proposer de faire des sciences. Ah, quelle bonne idée. Et quand on m'a annoncé ça, je me souviendrai toujours, on m'a passé un coup de fil au mois de mai, donc pour la rentrée suivante. Et mon directeur m'a dit, voilà, je te propose tous les jours de faire une émission de sciences. Je dis, tous les jours? Mais vous êtes dingue. Non, mais je suis pas scientifique du tout, quoi. C'est dangereux ce que vous me proposez. Et vraiment, j'ai eu la trouille, quoi. Je peux vous dire que j'étais vraiment... Alors, j'ai eu la trouille, et puis très rapidement, je me suis dit, mais ça doit être quand même drôlement intéressant. Tous les jours, je vais quand même apprendre des trucs, quoi. Donc, j'ai essayé de dépasser cette peur. J'en ai parlé avec une collègue qui s'appelle Marie-Odile Monchicourt, qui, elle, faisait la science sur France Info, qui est une grande voix de la science aussi sur France Inter. Et puis, Marie-Odile, elle venait du monde Elle était comédienne au départ, hein, donc pas du tout scientifique non plus. Et donc, elle m'a beaucoup tranquillisé. Et puis, elle m'a dit surtout, te prends pas pour ce que t'es pas. T'es pas scientifique. Reste comme tu es avec ta curiosité et pose les questions que les auditeurs se posent. Et je me suis dit, t'as raison. Après tout, on va le vivre comme ça. Ça durera peut-être 2 ou 3 mois, on verra bien, peu importe. Et puis, on s'est lancé avec mon équipe qui n'était absolument pas scientifique non plus. Et on a bossé tous les jours. Voilà, on a lu des bouquins, beaucoup, et on a appris, quoi. Donc on s'est imprégné de la science dans tous les domaines. Et voilà, donc c'est un hasard total, hein. Mais quelle chance j'ai eue, parce que vraiment, parce que ça a bouleversé ma vie, vraiment. Et puis j'aime ça, mais profondément, quoi, aujourd'hui. Alors le fait de pouvoir le partager à l'antenne, ça c'est formidable. Et puis, j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Donc, je sais pas si j'en prends encore pour 10 ans, mais c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Non, mais bon, en tout cas, ça me plaît, quoi. Ouais. Alors, ce carnet scientifique, il est dense, drôle, précis, divertissant, avec des titres qui font parfois sourire. On a tous en nous quelque chose de Néandertal. Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais. Nouvelle star, où là, on attribue en fait des noms à des animaux. Alors, en fait, une araignée est nommée Bowie. C'est ça. Madonna est un ourson d'eau et Mozart est une grenouille. Donc des choses qui sont un petit peu cocasses, qui prêtent à sourire. Il y en a qui sont moins sympathiques. Il y a un scarabée qui s'appelle Adolf Hitler, par exemple. C'est le scientifique qui l'a trouvé dans les années 30, qui était très intéressé par le nazisme et qui a donc donné son nom à un scarabée pour rendre hommage à Adolf Hitler. Et aujourd'hui, figurez-vous que cette espèce de scarabée est même en voie de disparition parce que les nostalgiques du nazisme, en fait, le collectent pour le collectionner comme une espèce de relique. Et cet insecte ce scarabée a pratiquement disparu aujourd'hui à cause de ces fous extrémistes. Mais il y a des choses plus rigolotes. Il y a la mouche Beyoncé, par exemple. Oui. Voilà, parce qu'il y a un chercheur qui a trouvé cette mouche l'année où est née Beyoncé. En plus, apparemment, elle a un postérieur très proéminent qui ressemble à la chanteuse. Donc voilà, il lui a donné ce nom-là. Voilà. Donc ils sont amusants en même temps, les scientifiques, parce que quand ils découvrent une nouvelle espèce, ils ont le droit de les nommer, de leur donner un nom. Donc soit c'est pour se moquer d'une personnalité célèbre, soit c'est pour lui rendre hommage, comme on fait d'ailleurs pour les astéroïdes. On peut aussi avoir un numéro d'astéroïdes dédié. Et voilà, donc ça c'est une petite chose amusante de science, un peu légère et futile. Bon. Alors ce carnet justement, on le disait, des articles, des anecdotes, etc. Comment c'est fait Est-ce qu'il y a un classement? Enfin, j'ai cherché un classement. Comment est-ce que vous avez procédé? Qu'est-ce qui, selon vous, devait venir en premier, en deuxième? Comment vous avez agencé tout
tous ces domaines. Mais alors, il n'y a pas eu du tout d'agencement. C'est-à-dire que... Non, mais c'est vrai. J'ai cru comprendre. Non, mais vraiment, je suis parti, mais tout feu, tout flamme. Je me suis dit, tiens, j'ai toutes ces infos-là, hop, on fait un livre. Enfin, vraiment... Et au bout du compte, il y a une espèce de classement inconscient. C'est-à-dire que la colonne vertébrale du livre, elle tourne autour de la biodiversité. Mais je m'en suis rendu compte après, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la nature, sur les écosystèmes, sur les animaux. Et en fait, pour moi, c'est carrément la construction du livre, quoi. Ça aurait pu être le carnet scientifique du vivant, par exemple. Et puis, je me suis aperçu aussi que j'avais sélectionné, donc tout ça, ça s'est fait vraiment de façon inconsciente, des informations sur la dimension vertigineuse de l'infini, par exemple, ou sur la dimension vertigineuse des nombres. Le nombre pi, par exemple, on y consacre 5 pages dans l'ouvrage, juste pour proposer les décimales, parce que c'est le nombre le plus fou, avec des décimales qui n'ont aucune cohérence, et qui fascinent en plus les mathématiciens. Et donc on s'est dit, tiens, pour se rendre compte un petit peu du vertige des décimales de pi, on va les montrer. Donc on a fait 4 pages là-dessus. Oui. C'est gonflé quand même, parce que oui. Voilà. Et donc c'est une façon de montrer aussi le vertige de l'infini du nombre, ou de l'infini de l'univers, voilà, ou de l'immortalité, ou par exemple le livre se termine sur l'ampoule qui est toujours en activité aujourd'hui et qui date de 1901. C'est une ampoule qui se trouve dans une caserne aux États-Unis. Donc on commence avec l'infini, la première page, on termine avec cette ampoule aussi qui probablement marchera encore pendant des milliers voire des millions d'années. Donc voilà, mais c'est très subjectif, enfin vraiment subjectif, pardon. Il n'y a pas de classement précis. Je suis allé au gré un peu de ma curiosité et de mes découvertes scientifiques. Voilà. Alors justement, les découvertes scientifiques, vous avez reçu de nombreux chercheurs, savants, des gens qui étaient érudits. Est-ce que certains, j'imagine, vous ont marqué plus que d'autres ? Est-ce que vous avez des souvenirs vraiment marquants ? Écoutez, moi j'ai rencontré par exemple Michel Mayor, qui est un astrophysicien suisse, et qui m'a emmené à l'Observatoire de Haute-Provence, donc dans le sud de la France, là où il a découvert pour la première fois en 1995 la première exoplanète. Donc c'est la première planète en dehors de notre système solaire. Et avant cette date, on pensait que ces planètes existaient, mais on ne les avait jamais vues vraiment, on ne les avait jamais localisées. Et donc lui, derrière son énorme télescope dans ce dôme de l'observatoire, il a découvert avec Didier Queloz la première planète extrasolaire. Et c'est un moment très important dans l'histoire de l'astronomie, parce que tout d'un coup, on a découvert un nouveau monde autre que notre Voie lactée, que notre système solaire, et ça ouvrait des portes extraordinaires, quoi. Et j'ai vraiment l'impression, quand je pense à ces gens-là, qui sont des découvreurs de territoires aussi lointains et aussi nouveaux, qui bouleversent les connaissances, moi j'ai l'impression d'être face à un Christophe Colomb, quoi, moderne. Je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Ces gens, ils ont mis le doigt sur quelque chose qu'on ignorait jusqu'en 95, et derrière leurs lunettes, ils ont vu comme Galilée a pu voir les satellites de Jupiter, par exemple, avec sa lunette à l'époque au XVIIe. Donc moi, ces gens m'émerveillent, par exemple. Récemment, j'ai reçu Irène Frachon, que vous connaissez peut-être, parce que c'est elle qui a combattu le Mediator, ce médicament. Et pour moi, c'est aussi une héroïne des temps modernes, quoi. C'est une résistante, Irène Frachon. C'est quelqu'un qui s'est battu contre les institutions sanitaires parisiennes, alors qu'elle était pneumologue à Brest, et qui a déployé une énergie incroyable sur ce médicament, qui a tué quand même des centaines de personnes. Et elle a réussi à faire en sorte que ce médicament soit interdit. Donc voilà, c'est des personnalités, c'est des énergies, c'est des enthousiasmes. Je me souviens d'André Braic aussi, qui était un grand astrophysicien, qui était d'une drôlerie absolument incroyable, quoi. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent ou si vous l'avez vu en conférence, parce que je suis sûr qu'il est passé à Bordeaux. Et c'était un showman, quoi. Sur scène, il vous racontait l'univers, le cosmos, avec une drôlerie, avec une énergie. Et quand il venait au micro, on était tous vraiment morts de rire, quoi. Je me souviens, les techniciens derrière la vitre, l'écoutant parler, c'était vraiment des moments de joie, quoi. Cet après-midi, j'avais Cédric Villani, par exemple, qui était là, qui est ce mathématicien avec sa lavalière, son araignée au revers de la veste, qui est quand même très particulier. Et puis, j'ai reçu aussi Svante Pääbo, qui est un scientifique qui a découvert justement que nous avons en nous des gènes de Néandertal. C'est des choses qu'on ne savait pas il y a 4-5 ans, quand même. On ne savait pas que l'homme moderne et Néandertal avaient fricoté ensemble et nous avaient légué des gènes. On ne le savait pas, ça. Et tout d'un coup, il le découvre parce qu'il est généticien et qu'en analysant l'ADN de Néandertal et d'Homo sapiens, il se rend compte que nous portons en nous entre 1 et 3%, nous ici en Europe ou en Asie, de gènes néandertaliens. Moi, je trouve ça fabuleux parce que ça veut dire qu'on ait cette mémoire-là. C'est-à-dire qu'en nous, on a un peu de préhistoire en nous et de cet héritage de Néandertal.
Et puis on a aussi cette mémoire de l'espace, parce qu'on est tous, alors c'est une formule d'Hubert Reeves quand il parlait de poussière d'étoiles, mais on est quand même tous constitués de matière qui est née justement dans l'origine du soleil ou dans l'origine des étoiles, et on porte ça, c'est-à-dire qu'on est traversé par tout ça, et nos os, par exemple, témoignent de cela. On porte en nous cette matière qui vieille de milliards d'années. Ben moi, ça m'épate, madame. Eh bien, écoutez, vous avez de quoi être épaté, j'avoue. Est-ce qu'il y a des sujets, vous disiez, plus difficiles que d'autres à traiter? Votre émission est quotidienne, donc ça demande un travail. Enfin, vous disiez que vous travaillez avec une équipe. Vous êtes nombreux à travailler sur on est 5 au quotidien, mais au quotidien, quoi. Oui, j'imagine que ça doit demander beaucoup de travail. Ça bosse beaucoup. Donc, j'ai une équipe de 2 assistantes, entre autres, qui une fois choisi les sujets avec moi, elles sont chargées de me faire une documentation et d'appeler les invités avant qu'ils viennent à l'antenne. Nous, on a vraiment instauré ça depuis le début. D'ailleurs, je crois que ça met beaucoup en confiance les scientifiques. C'est de passer du temps avec eux avant l'émission pour définir les angles qu'on allait développer pendant le direct. Et puis, poser des questions aussi sur ce qu'on ne comprend pas, nous, en tant que journalistes, pour éclaircir déjà un petit peu les choses. Parce que moi, quand même, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à comprendre un minimum le sujet avant d'arriver à l'antenne, pour pouvoir être capable de poser les questions, quoi. Donc ça, c'est mon boulot au quotidien. Et parfois, quand on ne comprend pas bien les sujets, on appelle le scientifique avant, justement, pour qu'il nous explique en amont, et qu'on soit capable d'assimiler tout ça, et de le restituer aussi au cours de la conversation, qui paraît très naturel. Et voilà. Mais en fait, on a travaillé derrière, comme des écoliers. Voilà. Moi, mon boulot le matin, c'est ça. C'est d'écrire mon interview jusqu'au direct à 14h. Donc, on a la pendule sous les yeux, là, elle est énorme derrière notre bureau. Et puis, les heures avancent. Et moi, il faut que j'écrive mon truc parce que j'ai quand même 3/4 d'heure d'entretien sur des sujets pas toujours faciles. Donc, il faut que je comprenne, il faut que je lise les livres, il faut assimiler tout ça. Et jusqu'à 14h, jusqu'au direct. Donc, plus les minutes avancent et plus l'adrénaline monte. Oui. On va se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer à 14h? Est-ce qu'on va être capable? Non, mais vraiment, il y a plein de moments où je me dis, mais... sur le fil. Oui, et puis les sujets sont pas toujours faciles, donc j'ai encore posé des questions idiotes. Mais bon, en fait, c'est ça. Globalement, ça fonctionne ça le truc, plutôt bien. c'est de poser des questions idiotes, en fait, qui est bien, je pense. Alors en France, la filière scientifique est désignée comme celle de l'excellence. Et même pour poursuivre des études littéraires, on conseille aux jeunes étudiants de plutôt faire un bac scientifique pour même après faire une prépa littéraire, genre Hippocagne-Cagne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les sciences devraient être enseignées de façon différente pour mieux séduire les jeunes? Il y a certainement des choses à faire parce qu'effectivement, d'abord, on voit les clivages entre les littéraires et les scientifiques. Mais il y a de très belles initiatives qui sont faites maintenant très tôt à l'école, dès la maternelle, avec des organisations comme La Main à la Pâte, par exemple, qui, à l'initiative de l'Académie des sciences, qui vraiment mettent la science à portée de main des enfants avec des expériences très très jeunes. Moi, je suis pas très pessimiste parce que j'ai l'impression que tout le monde s'intéresse à la science. En fait, le truc, c'est de comprendre que la science, on est tous scientifiques, quoi. Voilà. Je disais ça tout à l'heure à une jeune fille avec laquelle je discutais, Chloé, là, qui fait de la science à la radio ici à Bordeaux. Et je disais, c'est ça, en fait. C'est qu'on se pose tous des questions scientifiques tout le temps, quoi. On a tous des questions métaphysiques quand l'été, on est allongé sur l'herbe et qu'on regarde le ciel. On se dit, mais ces étoiles, mais c'est dingue, quoi. Vous vous rendez compte? Alors, cette étoile que je vois là, en fait, elle est déjà morte. Elle n'existe plus. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la lumière, elle met combien de temps à m'arriver? Enfin, déjà, conceptuellement, c'est incroyable. Et on est tous philosophes, en fait. On est tous métaphysiciens parce qu'on est tous ébahis par le monde qui nous entoure. Et donc, on se pose tous des questions de science. Donc, on a ce niveau d'intérêt déjà qui est commun, je pense, et les enfants sont très ouverts à tout ça. Donc après, oui, c'est avoir les bons enseignants. Moi, je pense que le pire, c'est de tomber sur un enseignant qui va vous dégoûter pour le restant de votre vie, ce qui m'est un peu arrivé d'ailleurs quand j'étais à l'école. Je pense que j'ai peut-être pas eu non plus les profs qui m'ont intéressé, mais je croise plein de profs quand même qui sont géniaux, et des mathématiciens qui vraiment adorent ce qu'ils font, adorent vulgariser, raconter des histoires. Moi, je pense qu'on a besoin qu'on nous raconte des récits, qu'on nous embarque, quoi. Et quand on nous raconte des récits, on retient mieux parce qu'on est captivé, on nous tient on retient notre attention, donc ça marche bien comme ça. Et dès l'école, il faut pas avoir peur de parler de science. Sensibiliser un petit peu les. Ouais. Le problème, c'est que nos dirigeants, eux, sont pas très convaincus de l'intérêt de la science.
Et la science, c'est une culture comme une autre, sans forcément mettre la culture avec un grand C qui nous écrase et qui nous fait peur. C'est quelque chose d'intéressant, la science, tout simplement. Enfin, le mot fait peur, le mot science fait peur, mais il ne devrait pas, parce que c'est juste des fenêtres ouvertes sur le monde, quoi. Plein de fenêtres partout, dans tous les domaines. Et ça, c'est intéressant. Et on est tous un peu scientifiques, donc... Bon, faut pas s'inquiéter, encourageant, ça voilà. fait pas trop mal. Ouais. Bon, alors vous fêtiez, on disait, les 10 ans de votre émission hier. Il y avait une émission et il y a des podcasts qui sont passés récemment sur les réseaux sociaux. Oui. Donc il y a des vidéos qui tournent. J'ai voyagé un petit peu à travers ces vidéos. Vous disiez en la présentant cette émission que vous parliez d'hommes et de femmes extraordinaires qui allaient raconter leurs grandes découvertes et leurs combats. Et si on reprend votre article qui est justement dans ce carnet scientifique, Intelligence naturelle, les femmes Nobel, une étude quand même dans cet article montre que 67% des Européens pensent que les femmes n'auraient pas les capacités requises pour la science de haut niveau. Alors il y a des clivages, on disait littérature ou français, lettres, mathématiques, mais aussi hommes et femmes par rapport à la science. Ça existe... Vraiment, véritablement. Ah oui, ça fait partie des préjugés, voilà. Simplement. Et puis de l'éducation, moi je pense aussi, tout simplement, ça peut être catastrophique, tout simplement, de dire à son enfant, à sa petite fille, bah, t'es pas faite pour les sciences, c'est un métier de garçon. Je pense à des domaines comme l'informatique, j'étais avec des gens de l'INRIA, hier c'est les sciences numériques, donc il y a 6% de filles dans le domaine de l'informatique. 6% de filles, mais c'est incroyable, quoi. Comment aujourd'hui, sur des outils qu'on utilise au quotidien, qui font l'objet de recherches essentielles dans nos vies, comment on peut imaginer qu'il y a seulement 6% de filles? En mathématiques, c'est la même chose, parce qu'on les encourage pas au départ, alors qu'elles ont exactement les mêmes capacités, c'est pas un problème de cerveau, de garçon ou de fille, heureusement. On le sait ça maintenant, alors, même si certaines idées ont été véhiculées sur le cerveau des filles, le cerveau des garçons, et sur certaines tâches qui seraient plus spécifiques aux filles ou plus spécifiques aux garçons. Tout ça, c'est un peu crétin, quoi. Ça veut rien dire. Ouais. Les filles ont exactement les mêmes capacités. Simplement, c'est la façon dont on les environne qui compte. Dont on aborde le sujet. Exactement. Donc, soit on les encourage, et c'est très important dès le plus jeune âge, parce que c'est là que tout se fait, et ça peut être catastrophique, oui, de simplement dire à une jeune fille qu'elle n'est pas faite pour ça. Donc, oui, les filles n'osent pas aller vers le. Mais il y a encore du boulot au sein de l'Académie des sciences aussi. Il y a 20% de filles seulement au sein de l'Académie des sciences. C'est quand même la représentation des plus grands scientifiques français. Et, donc ils font des efforts, ils essaient de travailler. Mais enfin, quand même, on est en 2016, c'est inouï. Ouais. Enfin, je trouve que. Et on en parle tous les ans. Moi, je suis fatigué tout le temps de faire les mêmes discussions sur le sujet. Parce qu'on voit que les choses bougent tellement plus vite et c'est lent. C'est très, très lent. Puis alors, on ne parle pas de la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Voilà. Enfin, ces questions de parité, elles sont... oui, elles sont encore à travailler sérieusement. Ouais. Parmi les invités, justement, que vous recevez, j'imagine que vous retrouvez aussi ce clivage. Beaucoup plus d'hommes scientifiques viennent à vos émissions que de femmes. Et on a du mal, d'ailleurs. Alors, sincèrement, parce que nous, c'est une préoccupation quotidienne que d'inviter autant de garçons que de filles. Ah oui. Et parfois, on a du mal. J'avoue qu'on a du mal à trouver des femmes qui sont là pour représenter la discipline qui nous intéresse. Parce que nous, évidemment, pour la radio, il faut trouver aussi des gens qui parlent bien dans le micro. Et elles existent, mais elles sont moins connues ou elles sont moins mises en valeur par leurs propres institutions. Et même si c'est notre souci quotidien que d'essayer d'instaurer une parité, on ne trouve pas toujours. Et parfois, il y a des émissions où j'ai que des hommes. Et ça me plaît pas du tout, quoi. Enfin, j'aimerais que ce soit plus évident. Voilà. Mais bon. Il faut que les choses avancent. Voilà. Oui. Alors la lecture de votre carnet scientifique, on le disait, pas vraiment de classement spécifique. On peut le faire, on peut lire d'un trait, on peut aussi le parcourir un peu au gré de ses envies. Vous abordez des sujets sérieux, des sujets plus drôles. Vous dites d'ailleurs que la science, c'est tout sauf ennuyeux. Et d'ailleurs, c'est sexy, intéressant et ça amuse. Alors, racontez-moi, c'est sexy la science ? Oui, c'est une formule, quoi, mais... ouais, moi je trouve ça sexy, la science. Moi ça me plaît, ça me séduit. Donc je trouve que la science est séduisante. Et j'avais dit ça il y a quelques temps là, pour parler du livre, mais c'est aussi une façon de s'amuser, de faire un petit clin d'œil, quoi, d'utiliser des mots qu'on n'attribue pas justement à la science. Moi je crois qu'il faut oser faire ça justement, parce que c'est une façon aussi de dire aux gens, allez, vous inquiétez pas. D'ailleurs, quand j'ai trouvé le titre La tête au carré, j'étais vraiment très content, parce que je me suis dit, c'est un titre qui reflète exactement ce que je veux, c'est-à-dire parler de science évidemment, mais c'est aussi dire aux gens, vous voyez, on peut s'amuser déjà dans le titre.
il y a un petit côté humoristique qui vous invite à nous rejoindre. Soyez pas effrayés, on n'est pas dans une chapelle entre nous, entre grands penseurs, on va se raconter des trucs pendant 1 heure et puis vous allez rien comprendre. La tête au carré, moi le titre était vraiment très très important. Et quand j'ai trouvé, j'étais vraiment heureux parce que je me dis c'est une belle porte d'entrée pour dire aux gens ben voilà, vous êtes les bienvenus, et dire que la science est sexy, bon ça veut pas dire grand chose, mais en même temps c'est pour s'amuser quoi. C'est joyeux. Ouais. Justement, vulgariser la science, hein, vous l'avez employé ce terme, c'est important de transmettre, de savoir que les gens vous écoutent, qu'ils vont avoir accès à ce dont vous parlez. Ah ben c'est essentiel, enfin c'est même pour ça que je suis payé, enfin c'est mon travail quotidien, c'est d'être le passeur entre les auditeurs qui nous écoutent et le scientifique qui arrive avec sa bonne volonté, mais quand même son savoir parfois un petit peu compliqué, et de faire en sorte qu'en posant des questions, je vais établir le lien, justement, la connexion, voilà. Moi, je suis comme un petit synapse entre les neurones auditeurs et le neurone scientifique. Et puis, j'essaye de connecter tout ça pour que ça fasse un peu d'électricité et qu'il se passe un petit truc tous les jours à l'antenne en direct. Voilà. Donc, c'est mon travail. Et vous vous mettez à la place, alors justement, de celui qui écoute et qui n'est pas scientifique, qui ne comprend pas grand-chose. Oui. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions des fois un peu basiques. Mais il faut, enfin, je veux dire, on n'a pas de honte à pas savoir. Enfin, et même les scientifiques que je reçois parfois, ils sont parfois collés par des questions des auditeurs parce qu'on a des mails qui arrivent tous les jours en direct à l'antenne. Et parfois, ils savent pas répondre à une question d'auditeur. Bah, c'est pas grave, quoi. C'est normal. On peut pas tout savoir non plus. Et moi, je trouve que c'est très important. Et on a toujours l'impression que il faut être réponse à tout, il faut tout savoir. Et non, il faut se tranquilliser avec ça. On n'est pas un puits de science, justement. Il y a des choses qu'on ne sait pas, et je trouve que c'est important d'oser poser la question. Et moi, quand je le fais à l'antenne, alors je sais qu'il y a 800 000 ou 1 600 000 oreilles qui m'écoutent, j'ai pas honte de dire que je sais pas, quoi. C'est normal. Hein. Ça nous permet d'apprendre, justement, le fait de ne pas savoir. Ça nous permet d'aller plus loin dans des choses qui paraissent un peu obscures et qui, dès lors, justement, qu'on obtient une explication, poum, c'est clair. Les sujets, vous les choisissez en fonction de l'actualité, j'imagine, des découvertes de la presse, de ce qui sort un petit peu dans les journaux. C'est l'actualité scientifique qui est très riche aussi dans tous les domaines. Donc dès qu'il se passe quelque chose, on essaye d'être en prise pour en parler. Et puis après, il y a des sujets plus intemporels, qui sont récurrents et qui font aussi la matière de l'émission. Donc c'est ce partage entre l'actu pure, chaude, avec un rendez-vous qui s'appelle La Une de la Science, qui ouvre l'émission avec Axel Villard, qui s'en occupe. Et puis après des sujets qui correspondent à des sorties de livres ou à des expositions, ou à des sujets comme ça qu'on découvre, nous, l'équipe, on se dit « Ah bah tiens, ça c'est drôlement chouette, on n'a jamais parlé de ça, boum, on va faire une émission. » Alors, il faut trouver la bonne personne, quoi. Donc, qui va pouvoir nous parler de la symétrie, par exemple. On a fait une émission sur la dissymétrie dans le vivant. C'est-à-dire que notre organisme, par exemple, il a l'air tout à fait symétrique, alors il est complètement dissymétrique, parce qu'on n'a pas 2 cœurs placés exactement au même endroit, donc il y a une espèce de déséquilibre, et on voit que dans la nature, la symétrie, elle est absolument essentielle, justement. On n'avait jamais parlé de ça dans l'émission. On a fait ça il y a 15 jours ou 3 semaines. Et il y a quelqu'un qui a sorti un livre sur le sujet, et on s'est dit, tiens, c'est drôlement intéressant. Et voilà, on a fait une émission là-dessus. Donc c'est un luxe inouï, parce qu'on voit des sujets. Et alors souvent, il y a même des auditeurs qui m'envoient des messages. Ils me disent, mais pourquoi vous parlez pas de ça? Tiens, il y a telle question qui se pose. On se dit, bah oui, tiens, c'est bien. Donc, boum. Ça vous donne des idées? Ça me donne des idées. Un jour, j'ai un jeune étudiant qui était amateur de vers de terre. On a fait une émission sur les vers de terre, voilà, et on a fait 45 minutes sur les vers de terre. Mais c'était drôlement intéressant. Voilà, donc c'est comme ça tous les jours. En parlant de symétrie, vous parliez de cette anecdote récemment dans la presse, et on a pu le lire aussi dans le carnet scientifique, à savoir la première nuit dans un lit qui n'est pas le nôtre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne dort pas franchement bien. Et il y a une explication que vous allez nous donner. Oui, c'est en fait une question d'asymétrie du cerveau. C'est-à-dire que nos 2 hémisphères, quand on arrive dans un lit qu'on ne connaît pas, alors il y en a un qui est fatigué, qui a envie de se reposer, et puis il y a l'autre qui est là, qui regarde et dit, mais je suis pas chez moi, là, je suis pas dans mon lit habituel, donc je vais veiller un peu pendant toute la nuit. Donc celui-là, il nous emmerde un peu parce qu'il nous empêche de dormir. Et c'est pour ça que, en général, la première nuit, dans un hôtel ou en vacances, voilà, on est dans une espèce de veille, de vigilance, voilà. Et c'est la dissymétrie, justement, de nos hémisphères. On apprend aussi que la langue des signes, finalement, n'est pas une langue universelle, qu'il y a des différences. Ah, ça, c'est fascinant. La langue des signes, moi, je l'ai appris aussi, il y a des accents, en fait.
C'est-à-dire que les personnes qui s'expriment en langue des signes sont capables de dire, ben voilà, ce type, il vient des États-Unis ou de Chine, et il y a des accents, comme il y a des accents chez les oiseaux, par exemple. On a fait une émission lundi sur sur la bioacoustique, et donc avec un homme qui, depuis 50 ans, va enregistrer les sons de la nature, et qui s'intéresse particulièrement aux oiseaux. Et dans la communication des oiseaux, il y a des accents. Et en fait, les accents, c'est tous les 100 mètres chez les oiseaux. C'est-à-dire que dès que vous dépassez un territoire et que vous tombez sur une nouvelle espèce, vous avez un nouvel accent. Et même dans la même espèce, vous avez justement des accents différents. Moi, je ne savais pas du tout ça, et c'est étonnant, quoi. Et puis, si on part un peu dans les anecdotes pour que ce soit ludique aussi, si on parle des animaux qui tuent le plus d'hommes, alors selon vous, on peut faire un sondage, vous pensez à quels animaux ? Le moustique, ouais. C'est gagné. Ouais. Bon, bah, faut que je change ça maintenant. Le requin que tout le monde redoute, moi y compris, oui, c'est genre 5-6, je crois, ou 10 Ah, maximum. même pas, le requin, c'est, je crois que c'est 3 ou 4 par an. Alors 10, ça doit être 10. Je crois. Et puis, le lion, par contre, en tue 100. 100 par an. Par contre, moi, ce qui m'a sidéré, ce sont les chiens. Les chiens. Les chiens tuent 40 000 personnes par an. Ah oui, quand même. Les chiens. Donc on est quand même face à un prédateur, quoi. On a peur des requins et nos chiens. Et les escargots d'eau douce aussi. Oui, j'ai lu ça. C'était étonnant. Ça a l'air inoffensif. 100 000 personnes par an parce qu'ils nous transmettent des bactéries. Donc voilà. Et alors évidemment les moustiques parce que ça génère énormément de maladies, le paludisme, dengue, etc. Et ça fait beaucoup de dégâts. Voilà. Et puis une que tout le monde aime, les éléphants qui entendent les nuages se déplacer. C'est assez poétique, je trouve. Oui, parce que les éléphants entendent dans l'infrason, donc des sons que nous, à l'oreille, comme ça, on ne perçoit pas directement. Et donc, ils sont capables d'anticiper le mouvement d'un nuage et l'arrivée d'une averse grâce aux infrasons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, au moment du tsunami en Asie du Sud-Est, les éléphants ont été les premiers animaux à réagir. Ils ont été capables de déceler très longtemps à l'avance, en fait, l'arrivée de la vague. Ils ont manifesté beaucoup de stress et d'énervement. Et ils ont même permis à des hommes, d'ailleurs, de s'en sortir, parce qu'ils ont vu que leur comportement n'était pas normal et qu'ils partaient dans l'autre direction. Et voilà, donc ça c'est grâce à leur capacité auditive que nous ne possédons pas de façon aussi développée. Oui. Et peut-être l'instinct aussi, enfin moi je n'y connais pas grand-chose, mais quand on parle de tsunami c'est pareil, les animaux, les chiens en bordure de plage qui s'étaient enfuis paraît-il aussi. Puis les vibrations du sol aussi dans le cas des éléphants qui jouent pour beaucoup. Voilà, on y découvre aussi que l'homme blanc n'existe que depuis 8000 ans. Ah ouais, ça c'est bon de se le rappeler, ouais. Bah oui, parce que nous sommes tous africains d'abord. Autant que nous sommes. Notre berceau, c'est l'Afrique. Donc on peut déjà rappeler ça à un certain nombre de personnes. Et puis la peau blanche, en fait, la peau blanche n'est arrivée qu'il y a 8000 ans. Donc l'homme moderne, c'est 200 000 ans en Afrique. Et puis quand il a commencé à arriver en Europe, évidemment, sa peau s'est transformée parce que la façon, avec la mélanine, de capter la vitamine D du soleil a évolué. Et en fait, on s'aperçoit qu'au moment du néolithique, donc il y a 10 000 ans, les premiers peuples sédentaires en Europe, ils étaient quasiment tous noirs, quoi. Ils avaient la peau, en tout cas, très foncée. Et donc, ce caractère de la peau blanche est arrivé il y a 8000 ans seulement, ce qui est étonnant. Donc, il y a beaucoup de gens très bronzés en Europe pendant assez longtemps. Voilà. On va passer le message. Et puis, on terminera avec les fourmis esclavagistes. Alors ça, c'est amusant aussi. C'est des fourmis qui ont besoin des autres parce qu'elles ne sont pas très douées pour aller chercher de la nourriture. Donc du coup, elles vont faire la guerre à d'autres colonies de fourmis. Mais alors c'est vraiment des guerrières. Hein. C'est elles partent à 3000 fourmis. Boum, elles arrivent dans une nouvelle colonie. Elles déploient leurs armes. Donc elles tuent d'abord beaucoup. Hein. Elles transpercent, elles tuent, elles coupent. Et puis elles en capturent certaines, qu'elles ramènent vers leur colonie pour que ces fourmis pondent des œufs et permettre justement de faire en sorte qu'il y ait des ouvrières pour aller chercher de la nourriture. Donc ça sert vraiment comme d'esclaves. Hein. Et elles vont même chercher des œufs, ce qui fait que ces œufs vont éclore dans ces colonies sans se douter qu'ils ont été amenés par des étrangères. Et donc c'est tout un système comme ça qui fonctionne. Et ces fourmis esclavagistes, elles ont un super pouvoir de guerrière et elles s'en sortent très bien. Et c'est comme ça qu'elles s'organisent. Et puis dès qu'il y a la mort de fourmis, hop, elles repartent à la guerre. Et c'est comme ça que les colonies vivent. Bon, mais écoutez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un féru de science, vous vivez science, vous
vous parlez à Je votre mange entourage. science, je pars en vacances science. Est-ce que ça envahit un peu votre vie quotidienne à la maison, etc. Ça prend forcément beaucoup de place parce que d'abord c'est mon travail quotidien et puis c'est vrai que maintenant je pars en vacances quand il y a une grotte préhistorique ou un musée scientifique à visiter, je fais toujours un petit détour ou quand il y a un film dans le domaine de la science qui sort où je vais le voir, mais c'est par goût aussi parce que vraiment ça, je vous dis, c'est une découverte pour moi qui a bouleversé ma vie et vraiment c'est une passion, voilà. J'adore ça. Bon. Donc ça prend beaucoup de place maintenant dans ma vie, ouais. Bon, mais écoutez, on vous souhaite encore de longues années en tout cas dans cette émission La Tête au Carré et puis que la passion perdure. Merci. On va passer peut-être à quelques questions dans le public. Je suis sûre que oui, il y a des gens qui sont venus exprès. Bonjour, on va vous passer un micro, je crois, c'est ça. Merci. Vous disiez 1 600 000 oreilles, ça veut dire... 800 000 auditeurs. Jour, en moyenne? Oui, à chaque émission. Ouais. Les derniers sondages là, nous ont donné ces chiffres. Et c'est bon? C'est-à-dire je sais pas, est-ce que vous pourriez faire mieux? Est-ce qu'on Alors, de l'histoire de l'émission, ce sont les meilleurs scores qu'on a obtenus, sachant qu'on fait une émission à 14h, et 14h n'est pas habituellement un créneau très écouté en radio, puisqu'il y a le prime time du matin, la matinale, et puis après, les critères, voilà. C'est pour ça qu'ils avaient mis la science à 14h, ils se sont dit, de toute façon, ça ne marche pas, c'est pas grave, personne n'écoute. Et quand on a commencé La Tête au Carré, on avait 400 000 auditeurs, 450 000. Donc c'est très bien. Et puis on fait quand même près de 2 millions de podcasts par mois. Donc c'est beaucoup aussi. Donc ça veut dire que ça intéresse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour tous les jours écouter de la science. Et d'ailleurs c'est marrant parce que 800 000 auditeurs, on se dit bon voilà, c'est un chiffre comme ça. Et je me disais mais si par exemple je faisais mon émission devant 800 000 auditeurs comme vous êtes là ce soir, bah, il faudrait qu'on soit là tous les deux en train de discuter devant 10 stades de France. On aurait l'air malin, hein, tous les deux avec notre micro. Voilà. Donc vous imaginez la taille du stade et on serait là tous les deux à discuter devant 800 000 personnes. Voilà. Donc il vaut mieux pas se l'imaginer. On est mieux dans un studio bien au chaud. D'ailleurs, oui, il vaut mieux pas s'imaginer. Vous préférez pas non plus l'imaginer. Vous avez le trac encore? Ah oui, bien sûr. Oui. Quand j'ai le trac de temps en temps quand les invités sont pas faciles. Ça arrive parfois d'avoir des gens un peu rugueux à l'antenne. Hein. Donc il faut faire le malin, quoi. Il faut les séduire pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient sympas, quoi. Parce que les gens un peu rugueux, c'est pas eux qui vont vous livrer le meilleur d'eux-mêmes. Donc il faut leur montrer qu'on les reçoit bien, qu'ils sont confortables. Et donc ça peut donner le trac. Par exemple, un invité pas facile, ça peut donner le trac. Ou alors une interview que je maîtrise pas bien parce que j'ai mal dormi ou parce que j'ai travaillé un peu vite et que voilà, tout d'un coup je m'aperçois que oh là là, la pendule c'est long, hein, jusqu'à 14h, 15h et puis j'ai plus de questions, par exemple. Ça peut arriver. Une espèce de trou comme ça, de blanc. Il se passe des choses dans la tête, hein, quand on est à l'antenne. On peut pas s'en apercevoir comme ça, mais il y a des moments où on a l'impression d'être au bout des choses, quoi, au bout de la discussion. Et puis hop, il y a un message d'auditeur qui arrive, et puis je sais pas, il y a une petite pirouette de la part de l'invité. Donc ça peut arriver, ouais. Mais le trac, oui, il est toujours là. Tout à l'heure, il y a toujours une tension. Le direct, ça procure de la tension, forcément, parce qu'il y a quand même cette conscience d'être écouté par des gens. On sait que les gens sont là à l'écoute. On les voit pas, mais on sait qu'ils sont là. Et le fait d'être en direct, de pas ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. Alors moi, ma grande hantise, c'est de faire des fautes de français, par exemple, parce que l'horrible faute de français ou la liaison mal à propos. Oui, surtout ça. Alors ça, c'est affreux, quoi, parce qu'en général, je fais ma faute et puis je me rends compte 5 secondes après. Donc là, mon cerveau, il revient en arrière, il fait rewind, et là, je me dis, oh non, mon Dieu, mais quelle horreur, mais c'est vraiment atroce, quoi. Et puis alors là, après, ça on gâche pense la plus fin qu'à de ça. l'émission. Ah oui. Puis les gens le remarquent pas trop, quoi. Enfin ça va, c'est pas, ils sont indulgents. Mais moi, ça me traumatise. Ouais. Puis je vois ma réalisatrice derrière la vitre qui me regarde comme ça. Voilà. Bon. D'autres questions dans le public? Oui, monsieur. Bonsoir, et puis bon anniversaire. Hein. Merci. J'aime bien imaginer que j'ai 10 ans. Ça me plaît beaucoup. Donc vous abordez de très 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 nombreux sujets de science. Est-ce qu'il y a une discipline que vous préférez? Alors moi, tout ce qui concerne le cosmos et
et l'astrophysique. Je vois Chloé, parce que Chloé, on a fait l'interview tout à l'heure, elle connaît déjà mes réponses parce qu'elle m'a posé des questions tout à l'heure. Donc elle dit à sa voisine, tu vas voir, il va dire le cosmos et l'astrophysique. Voilà. Donc c'est ça. Donc oui, l'astrophysique, ça me plaît beaucoup. Les vertiges de l'univers, l'histoire du vivant, l'histoire de la formation d'abord de l'univers, tout ce qui est le Big Bang, la découverte des planètes, les voyages extrasolaires justement, et la recherche de vie ailleurs. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Me dire que la probabilité qu'on soit les seuls dans l'univers, elle est quand même très faible. Sauf qu'on, pour l'instant, on n'a jamais découvert de traces de vie ailleurs, sur aucune planète de notre système solaire et encore moins à l'extérieur. Donc cette question m'intéresse beaucoup, mais l'origine de la vie sur Terre aussi, ça me plaît. La géologie m'intéresse, mais j'adore l'anthropologie aussi. Je trouve que les sciences de l'homme, les sciences de l'humain sont épatantes, quoi. Et ce sont des sciences à part entière, avec des gens qui vont sur le terrain, dans différentes cultures, et qui ont plein de choses à nous raconter de tout ça. Et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de leurs travaux. La sociologie m'intéresse. En fait, voilà, tout est ouvert, mais voilà. Mais j'aime bien quand même le cosmos et l'espace. Ça, c'est un peu mon sujet chéri. Voilà. Une autre question à gauche. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question, du coup. Est-ce qu'après 2200 émissions, on a envie de passer à autre chose, sur peut-être un nouveau médium ? Alors, j'ai très envie que l'émission existe à la télévision aussi. J'ai fait déjà des documentaires pour France 2, donc qui m'ont donné la chance de partir sur le terrain. Donc ça a été vraiment chouette parce que j'ai pu aller rencontrer les scientifiques dans le monde entier. J'avais une série, une collection qui s'appelait J'ai marché sur la Terre, où j'allais rencontrer des chercheurs qui travaillent dans la nature. Donc on a fait vraiment le tour du monde pendant 3-4 ans. Et j'ai adoré ça évidemment parce que je suis allé dans plein de pays très, très différents, voir comment les chercheurs travaillent, par exemple sur les chimpanzés ou dans les grottes pour étudier les virus. Au Gabon, on est allé dans la forêt la nuit pour étudier les chauves-souris. Par exemple, on était dans une grotte où il y avait des chauves-souris avec plein de pitons qui étaient là pour les attendre, pour les manger. On était là, nous, à 3h du matin avec nos combinaisons pour se protéger parce que c'était des chauves-souris qui étaient étudiées pour le virus Ebola. Donc c'était assez dangereux. Et donc on est parti avec des marcheurs qui connaissaient très bien le terrain dans la forêt du Gabon. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans la forêt tropicale. Je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Et on est arrivé, il y avait du guano partout. Le guano qui était épais comme ça sur 2 mètres. Et on mettait les pieds dans le guano et poum, on s'enfonçait avec cette odeur d'ammoniac qui était épouvantable. Et il y avait des milliers de chauves-souris qui sortaient, parce que c'était l'heure justement où elles partaient pour aller se nourrir. Et donc, il les capturait avec des filets pour pouvoir étudier justement le virus d'Ebola qui naît justement dans ces milieux particuliers. Donc, j'ai adoré ça parce que ça me permettait d'aller sur le terrain, d'aller voir, par exemple, on est allé au Chili voir les télescopes géants. Alors ça, j'ai adoré, à 5000 mètres d'altitude. Donc, on partait avec le mal de l'altitude. On avait des petites bouteilles à oxygène dans le dos parce qu'on avait la nausée. C'était épouvantable. Moi, j'avais jamais vécu ça. J'étais jamais monté aussi haut. Mais par contre, on a vu ces télescopes à Alma en particulier. On est allé chercher des météorites aussi dans le désert d'Atacama. Ça, c'était extraordinaire pour étudier justement ces roches qui sont la mémoire aussi de notre univers et qu'on fait des voyages pendant des milliards d'années. Donc, on allait récolter avec des chasseurs de météorites ces petites pierres. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une façon aussi de voir comment la science se fait sur le terrain. Ça, c'est intéressant parce que moi, je suis en studio tous les jours, donc on me parle de science, mais au fond, je visualise pas toujours les choses, quoi. Donc là, c'était vraiment très très bien pour voir comment ça se faisait. Et donc la télévision, pour ça, elle est intéressante parce que ça permet quand même de mettre des images sur des choses parfois un petit peu abstraites. Donc non seulement j'aimerais bien que l'émission puisse exister peut-être sous la forme d'un magazine d'actualité hebdomadaire, mais c'est compliqué parce que les chaînes ne sont pas très séduites par la science. Elles ont peur que ça marche pas. Elles se disent que la science, ça ennuie tout le monde, que ça fera pas d'audimat. Donc une émission hebdomadaire sur les sciences, c'est promis à un échec certain. Mais là, je suis en train de travailler sur une nouvelle collection de films, peut-être pour France 5, sur la question des origines, justement. Et voilà, donc ça fait partie d'une autre façon. Et puis, il y a une chose qui m'intéresserait aussi, c'est pourquoi pas monter un spectacle autour de la science, une sorte de récit à la fois raconté et musical. Donc ça, c'est un petit rêve que j'ai, de pouvoir faire ça sur 1 heure, raconter une histoire d'1 heure de science, et puis de pouvoir le faire en musique aussi, pourquoi pas, avec... voilà. Donc ça fait partie des choses possibles. Vous êtes musicien ? Voilà. Moi, je suis chanteur. J'ai fait des études de chant, en fait, au départ. Je me prédestinais à une carrière de chanteur classique. J'avais une voix de baryton basse. Et puis, en fait, j'étais très feignant en solfège.
Donc il a fallu que je passe à autre chose très rapidement. Et puis finalement, la radio, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, tiens, c'est une autre façon de travailler la voix aussi. Et puis j'étais fasciné quand même par la radio. Ma mère écoutait énormément, elle écoutait France Inter tout le temps à la maison. La radio était branchée en permanence. Et donc j'étais baigné par toutes ces voix. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai été happé par ça. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir ce qui se passe à l'intérieur du transistor. Et faire de la radio, interviewer des gens, ça me plairait beaucoup. Et c'est venu assez tôt, hein, vers 11-12 ans, j'avais déjà cette passion-là. Et il y avait des voix comme Jacques Chancel qui me fascinaient. Ève Ruggieri qui racontait des grandes histoires aussi le matin sur France Inter. Il y avait Jean Lucas aussi qui faisait une émission Synergie à 18h. Tout ça, jolie voix. Voilà. Il y avait Daniel Mermet, Frédéric Lodéon. Voilà. Oui. Et vraiment, c'est des gens qui m'émerveillaient, quoi. J'étais en admiration devant eux. Et j'avoue que quand je suis arrivé à France Inter il y a 13 ans, quand on m'a engagé pour la rentrée de France Inter et qu'en septembre on a fait la photo annuelle en fait pour la rentrée avec tous ces gens-là et que je me suis retrouvé au milieu d'eux, je me suis dit mais c'est dingue quoi, ça y est, mon rêve est devenu réalité et je vais travailler avec ces gens-là que j'écoutais quand j'étais petit. Ça va être mes collègues de boulot maintenant. Et c'était vraiment un drôle de truc quoi. Est-ce que vous avez encore des questions dans l'assistance ? Bonsoir. Pour rebondir ce qui a été dit sur les émissions scientifiques, déjà, moi, je suis une grande nostalgique de Fred et Jamy, de C'est pas sorcier. Ah oui. Ça me manque beaucoup. Et on sent des fois dans votre émission qu'il y a des scientifiques qui sont pas d'accord, même s'ils sont du même domaine. Et comment vous pouvez gérer ça, pour éviter qu'ils se tapent dessus en pleine émission ? Ils sont courtois en général quand même, mais c'est intéressant quand il y a des échanges d'idées justement, parce que ça montre aussi à quel point la science n'est pas une chose exacte. En tout cas, elle est parfois aussi un peu subjective. Elle n'est jamais définitive en tous les cas. Et l'état de la science, à un moment donné, il peut être toujours remis en cause. Ça, c'est la nature même de la science. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas découvert quelque chose d'autre, les connaissances sont acquises, mais tout peut être bouleversé du jour au lendemain. Et même les théories les plus importantes, la théorie de l'évolution, peut-être qu'un jour elle sera remise en cause totalement. Pour l'instant, elle est très solide et elle a fait ses preuves. Peut-être que la théorie de la relativité générale aussi, on va trouver autre chose plus tard. Bon, en tout cas, Einstein, pour l'instant, tient le coup. Mais voilà. Et alors, donc, les scientifiques, ils confrontent aussi parfois leurs opinions et leurs recherches. Donc, ça arrive qu'ils ne soient pas d'accord, mais enfin, il n'y a jamais eu de foire d'empoigne. Ils n'en sont jamais venus. Ah si, j'ai un invité une fois qui a mis une baffe à un autre avant de commencer l'émission. Alors ça, c'est vraiment... C'est une émission sur c'était l'année dernière. C'était une émission sur le diabète. Et j'avais Bertrand Burgala, qui avait sorti un livre sur le diabète, qui est un garçon assez nerveux. Et visiblement, il en voulait terriblement à mon invité qu'il avait croisé déjà sur un plateau de télé avant, et il avait une sacrée rancœur envers lui, et il lui a mis une tarte avant l'émission. Et moi, je descendais l'escalier, et mon assistante est arrivée, mais Mathieu, dépêche-toi, il y a un truc qui est en train de se passer. Et ils étaient vraiment en train d'en venir aux mains, quoi. Et donc, je suis arrivé, je dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez qu'on va faire une émission là dans 2 minutes, quand même. Il faut qu'on arrive à parler pendant 1 heure. Et alors, ils sont calmés, quand même, ça a été. On a pu faire l'émission. Et à la fin de l'émission, Burgala a commencé à renvoyer une vacherie à l'invité, mais vraiment à la fin, quoi, comme une espèce de coup d'épée dans le dos. Voilà, c'est la seule fois où c'est arrivé. Mais les conditions, la tension avant d'arriver à l'antenne, je peux vous dire, c'était assez particulier, quoi. Voilà, bon, enfin c'est rare quand même. Non, Je peux ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé émission scientifique, bien sûr, grande voix, anthropologie. Une autre émission scientifique, c'est Jean-Claude Ameisen le samedi matin. Vous avez des relations, enfin vous communiquez sur des sujets communs ou... Alors, on est copains. Jean-Claude est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a d'ailleurs fait ses premières émissions dans La Tête au Carré parce qu'il est venu comme invité et puis ensuite il venait une fois par mois le vendredi faire une émission justement sur un grand thème et c'est suite à cette année passée dans La Tête au Carré que le directeur de l'époque Philippe Val lui a proposé de faire une émission donc sur les épaules de Darwin et donc on n'échange plus maintenant nos sujets parce que même si on parle de science, Jean-Claude a une façon d'en parler qui est très différente de la mienne, où il est beaucoup dans le récit, dans la narration poétique, dans le lien avec l'art, avec les écrivains. Donc il en fait quelque chose de très personnel. C'est vraiment une création originale, ce que fait Jean-Claude tous les samedis. Donc il embarque, je trouve, les auditeurs dans quelque chose de formidable. Et moi, je suis plus dans l'actualité, je suis plus dans quelque chose de journalistique, on va dire, voilà, dans mon traitement de la science. Mais on est en lien très
très souvent ensemble, on se croise régulièrement à la radio, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Et on parle toujours de Jean-Claude. C'est-à-dire quand les gens écoutent La Tête au carré, ils écoutent toujours en général sur les épaules de Darwin, quoi. Il y a toujours cette association qui existe. Vous l'avez d'ailleurs reçu lors de votre émission pour les 10 ans. Il était là hier soir pour les 10 ans, c'est lui qui a fait la conclusion. D'ailleurs, je voulais vraiment que ce soit lui qui le fasse. Pour boucler cette soirée anniversaire, on était sur le récit de l'homme. Et Jean-Claude était là, à ma gauche, et je lui ai dit, voilà, quand on regarde, Jean-Claude, le monde au-dessus des épaules de Darwin, qu'est-ce qu'on voit ? Et évidemment, la question n'était pas préparée du tout, hein, il n'était même pas au courant que j'allais lui poser, et il nous a fait une conclusion magnifique, que vous pouvez écouter d'ailleurs, elle est en lien en vidéo aussi sur le podcast. Et voilà, c'est une voix, Jean-Claude, aussi. Hein. Quelle voix, quoi, c'est un truc comme ça, là, ce qui vaut. Vous êtes là le samedi matin, et puis il vous embarque avec sa force, et il y a quelque chose de tellurique, je trouve, dans la voix de Jean-Claude. C'est quelque chose de très particulier, quoi. Et c'est bien qu'il y ait une voix aussi comme la sienne. Hein. Oui, c'est singulier. Ah oui, tout à fait, ouais. Et les gens sont accros, enfin, je pense. C'est vraiment quelque chose qui est envahissant. J'ai l'impression, en tout cas, ouais. Qui nous envahit, pas envahissant. Ouais. Une dernière question. Non, une dernière, Emmanuel, qui est ici. Pardon. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Dans le terme de vulgarisation scientifique, pour un chercheur, il y a toujours le terme un petit peu de vulgaire, et que parfois, que ce soit pour communiquer sur quelques minutes ou 45 minutes, c'est toujours compliqué. Ils disent que de toute façon, les gens ne vont pas comprendre et que ça ne sert à rien. Comment est-ce que vous arrivez à convaincre ce genre de chercheur ? Et surtout, est-ce que c'est plus facile, au bout de 10 ans de La Tête au carré, de convaincre les chercheurs de venir à votre micro que la première année ? J'avoue qu'évidemment, aujourd'hui, maintenant, l'émission, la communauté scientifique connaît l'émission. Ça, c'est sûr. Donc, ils savent qu'ils y sont bien accueillis, que leurs propos ne seront pas déformés, qu'on est en direct. Donc, déjà, c'est quelque chose de très important. Donc, s'ils viennent parler, c'est en même temps parce qu'ils savent que ça se passe bien. Ils savent qu'ils ont le temps de développer leur pensée. Donc, ça, c'est très important comme critère. Et j'avoue qu'il y a très peu de scientifiques aujourd'hui qui refusent de venir expliquer leurs travaux parce qu'ils ont tout intérêt, en fait, à nous expliquer ce qu'ils font. D'abord parce que pour ceux qui sont dans la recherche publique, c'est quand même nous qui finançons leurs travaux. Donc à ce titre-là, ils sont quand même un peu obligés de venir nous parler de ce qu'ils font. Et puis, il y a quand même peu d'espace pour parler de science. Et je pense qu'un scientifique qui publie pour 10 autres scientifiques, enfin, c'est pas très gratifiant pour lui. Alors que si tout d'un coup, il peut partager ça avec des milliers de personnes, tout d'un coup, ça va donner un sens à son travail. Et puis, il faut pas se leurrer non plus. Je pense qu'aujourd'hui, la communication scientifique, elle est très importante. C'est-à-dire qu'un scientifique qui communique, dont le travail est donné dans une antenne, c'est aussi une façon pour lui peut-être d'avoir des crédits plus facilement, d'obtenir de l'argent plus facilement. Donc il a tout intérêt à le faire. Les Américains, les Anglo-Saxons, ils ont très bien compris ça depuis très longtemps. Et des agences, par exemple comme la NASA, ont d'ailleurs une fâcheuse tendance à faire des effets d'annonce parce qu'ils savent qu'en faisant des effets d'annonce, ils vont avoir plus d'argent sur un sujet qui est susceptible d'intéresser le plus grand nombre. Donc même s'il n'y a pas forcément cet intérêt mercantile derrière la démarche du scientifique, mais en tout cas venir en parler, c'est quand même toujours plus intéressant. Et puis aussi, ça met la lumière sur des laboratoires, sur des équipes, parce qu'un scientifique, c'est en général une équipe de chercheurs. Donc c'est important aussi pour eux de pouvoir valoriser le travail de leurs collègues. Et c'est pour ça qu'il faut qu'au sein des scientifiques, il y ait vraiment cette conscience du partage et de la façon dont on communique la science, quoi. C'est vraiment, les Anglo-Saxons savent très bien faire ça. Les Français, parfois un petit peu moins, ils y sont moins habitués en tout cas, parce que très tôt, c'est pas quelque chose de naturel dans nos façons de faire. Mais en tout cas, maintenant, ils viennent en général, oui, avec. Et ils nous écrivent aussi. Souvent, certains nous disent, voilà, moi, j'ai publié ça, est-ce que ça peut vous intéresser ? Et c'est bien quand ça se fait aussi dans ce sens-là. Bon, je crois qu'on va terminer sur cette dernière question. Alors, on a une... Merci. Pardon. Oui, on a une petite surprise. Ah. Je crois vous avoir entendu dire que ça vous fait plaisir d'avoir 10 ans. Donc vous allez avoir 10 ans le temps de souffler sur un gâteau d'anniversaire. Ouais. Mais là, il s'est éteint. Ah non, la bougie. Non, ça va. Elle. Ah mais c'est chouette ça. Alors j'ai trouvé un gâteau carré et une assiette carrée. Ah merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Mais de rien. Ça me touche beaucoup. Merci.